et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de la 8e saison de Cold Facts. On va bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé mardi soir et cet incroyable 11-0 entre Lausanne et Genève. Lausanne qui a disséqué les Aigles. Forcément que Greg est au Vernet, ce qui fait qu'on enregistre l'épisode à distance. Comme ça, on peut être au plus près de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. On va parler de Genève, on va parler de Lausanne et les paris sportifs. Après, on enchaîne avec Fribourg qui est allé gagner 5-4 au tir au but à Zug. Belle victoire, importante victoire pour les joueurs de Roger Rönnberg. Ce qui nous a fait mousser, c'est le retour de Dominique Egli à Davos pour 6 ans. Puis après, on termine avec les deux clubs de l'Arc jurassien. D'abord, Bienne qui a réussi une jolie victoire, même si c'est que 2 points après prolongation contre Lugano. Et par contre, c'est toujours difficile pour Ajoie qui s'est encore incliné pour la 4e fois en 4 matchs, cette fois 4-2 à domicile face à Rapperswil. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Alors, moi ça va bien, ça va mieux que Genève. J'entends que tu es à distance, hein, logiquement. Est-ce que tu serais par hasard du côté de Genève ? Exactement, je me suis rendu à l'entraînement quand même pour voir comment allaient les Genevois après cette déculottée ramassée du côté de la Vaudoise Arena. On parlera forcément de Lausanne un petit peu plus tard dans cet épisode, mais concentrons-nous d'abord sur les Genevois. Et puis effectivement, moi dans mon métier, je me suis toujours donné un principe, c'est que j'ai essayé d'être le maximum présent aux entraînements, aux matchs, etc. quand ça va bien. Ce qui, quand ça va pas, tu as le droit d'être présent et de venir poser des questions un peu chiantes, tandis que si on n'est jamais présent, et j'étais tout seul, donc c'est une critique de absolument personne, bien entendu, j'étais tout seul à l'entraînement. Mais si j'étais pas présent, je serais un peu plus mal à l'aise de dire bonjour, t'arrives la bouche en cœur à l'entraînement après un 11-0, peut-être l'accueil est un peu plus tiède. Donc là, je suis allé voir l'entraînement, voir comment ce qui se passait, en me posant une question toute bête en venant là, c'est quoi un entraînement après un 11-0 ? Est-ce que le coach, il les fait des tours de glace, faire des tours de glace jusqu'à ce qu'ils vomissent ? Est-ce qu'au contraire, c'est un entraînement totalement normal ? Et puis la réponse, elle est plutôt évidemment, je pense, hein. La réponse B, c'est que en fait, c'est un entraînement normal. Moi, il y a une phrase qui m'a assez plu dans l'interview de Yorick Trey, on passera un peu plus tard, mais une phrase qui m'a assez plu, c'est qu'il m'a dit, mais en fait, nous, on se fixe des objectifs hebdomadaires. Et après ce match, notre objectif hebdomadaire est toujours atteignable. Donc, on va continuer. On a encore 2 matchs. Et puis, on peut faire de cette semaine une bonne semaine malgré ce match-là. Et cet état d'esprit, il est assez intéressant. Puis, je pense effectivement que c'est comme ça que les Genevois sont revenus sur la glace. Mais on va pas mettre de côté le match pour autant. Je pense qu'il faut en parler. Pour les Genevois, désolé, disons que c'est cathartique. Ça vous aidera à passer à autre chose, peut-être. Mais toujours est-il que Genève a vécu un cauchemar à Lausanne. Tu peux perdre beaucoup, mais perdre 11-0, c'est quand même qu'il y a eu quelque chose qu'on va qualifier d'anormal. Quand je dis anormal, ça veut dire les expected goals, c'était pas 11-0. C'était pas ça. Donc, à un moment, il y a eu tout qui a tourné dans un sens et tout à l'inverse, tout a tourné contre un autre sens. Maintenant, on le dit quand même assez souvent à ce micro, la réussite, appelons-la comme ça, la chance, les rebonds, tout ce que tu veux, ça se provoque aussi à un moment. Et oui, je pense que sur les 11 buts, Lausanne est pas mal payé, on va dire ça comme ça, et Genève est un peu mal payé, mais Genève a rien fait pour non plus que ça ne se passe pas. Ah non, mais c'était incroyable. Et il y a une phrase qui est assez symbolique et qui m'a fait repenser à ce que dit des fois Geoffrey Vauclair, parce que c'était exactement ce qu'a dit Noah Rod au terme de cette partie. Il a dit, il y a sans doute 3 ou 4 buts où en fait on ne bloque pas les shoots et on fait les flamants roses. Pour ceux qui connaissent pas cette expression, ça veut dire que les joueurs se mettent sur une jambe et lèvent l'autre, et on va dire qu'ils prennent pas tout l'espace pour essayer de bloquer un tir. Évidemment que si avec une jambe seulement devant le puck,
on a un peu moins de surface pour bloquer les tirs. Et c'était assez symptomatique de Noah Rod de dire, et il pointait personne du doigt, je pense qu'il se mettait totalement dedans aussi, en disant on n'était absolument pas là. Je sais pas comment toi t'as vécu ça depuis Fribourg, mais après 2 tiers, il y a 8-0. Hein? Zug, en l'occurrence. Oui, pardon. Il y a 8-0 après 2 tiers, et on se dit quand même, le match est plié, à moins d'un truc incroyable qu'on n'a jamais vu. Donc le match est plié, mais d'habitude, dans ces cas-là, quand il y a une grosse domination d'une équipe, le 3e tiers sert souvent à donner le ton à quelque chose. On montre que, ok, on a perdu, mais on veut pas se faire fesser, laver. Mais peu importe le terme, le fait est que après 2 tiers, d'habitude, on s'attend à une réaction de l'équipe qui va donner le ton pour la suite. Le dernier tiers, finalement, est pris totalement à part. Et si l'équipe arrive à, par exemple, faire 1-1, on se dit « Ah ouais, il y a eu une réaction ». Or là, ce qui était incroyable de la part de Genève et assez incompréhensible, c'est qu'il y a eu 0 réaction. Et ça, j'avoue que j'ai rarement vu. Le dernier 11-0, c'était Zug contre Ajoie le 28 janvier 2022. Mais c'était Zug contre Ajoie et un Ajoie qui avait moins de National League que maintenant. On pouvait totalement s'attendre des fois à se dire « Ah ouais, peut-être pas 11 goals, mais une belle seille entre un super club champion de Suisse et un néo-promu, ça se comprend. » Là, le truc, c'est que c'est 2 clubs qu'on estime d'égale valeur, avec une immense expérience du côté genevois, avec des joueurs qui ont connu la NHL, qui ont connu les Jeux Olympiques, Championnat du Monde. Et c'est ça en tout cas, moi, j'ai pas compris et que j'ai pas su analyser. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et j'en ai parlé avec Roger Carrère après l'entraînement, à tête reposée ou à tête tiède. Et je lui ai exactement fait ce constat-là. Je dis, mais moi, je m'attendais pas que vous fassiez les voyous dans le 3e tiers, c'est pas ça. Mais qu'il y a un esprit de révolte, qu'il y a quelque chose. Puis il m'a dit, mais tu sais, on s'est dit ça. On s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse. Mais il a dit, moi, j'avais tout le temps 3 mètres de retard sur tout le monde. Lausanne a fait un match extraordinaire et même en voulant être physique, on n'y est pas parvenu. C'est dire qu'il y avait une sorte presque d'état pas de dépit, mais d'étonnement par rapport à ce qui était en train de se passer, d'incrédulité, on va dire ça comme ça. À l'écouter, il n'a pas utilisé ce mot, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Se dire, on ne comprend pas ce qui est en train de nous arriver. Accessoirement, l'aspect ne pas comprendre, je l'ai aussi. Parce que avant le match, si on avait enregistré le podcast hier, j'aurais sûrement fait une théorie comme quoi Genève est dans la bonne direction, qu'ils ont une bonne première ligne, que ça se passe assez bien dans l'intégration de Puljujarvi, etc. J'aurais sûrement parlé de ça. Et en fait, ce constat, il doit rester en un sens dans un coin de la tête, parce que c'est pas parce que tu fais un mauvais match, alors si mauvais soit-il, on est d'accord que là c'est encore un autre, à des degrés divers, mais c'est pas parce qu'il y a un mauvais match qu'il faut effacer tout le reste. Mais moi, j'arrive pas à comprendre la réaction, on va dire, simple, sans être dépréciatif, c'est de se dire « Ah bon, ils ont joué contre le coach ». Théorie qu'on essaie de réfuter assez régulièrement ici. Est-ce que vraiment ils ont joué contre le coach? Est-ce que, du coup, samedi à Berne, ils ont joué pour le coach en étant bon et en faisant un bon match, en gagnant presque à Berne? Et là, du coup, ils jouent contre 3 jours après? Je pense pas. Pour moi, c'est un peu plus subtil que ça. D'ailleurs, on va sortir un petit extrait de mon interview avec Yorick Trey, où justement on parle de la préparation de ce match et on va dire d'un mauvais pressentiment qu'il avait au moment de préparer justement cette rencontre à Lausanne. On vous laisse écouter ça. Non, si, on le voit comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de bonnes journées de travail où on a fait des pas en avant, beaucoup d'affilés, et puis là on vient d'amener deux journées de merde par rapport à ce qu'on a livré, que ce soit le lundi à l'entraînement, le dimanche, je sais pas, c'était une journée de repos, le lundi on avait une journée de travail court et intense. On n'y était pas et on a livré le dicton, on s'entraîne, on joue comme on s'entraîne, c'est la réalité. Et on sort d'un très mauvais entraînement et j'en suis sûr et je suis prêt à parier que
que Lausanne a eu une meilleure journée lundi que nous déjà pour commencer, et ça a suivi par un match où voilà, on parle d'identité, et là on n'y était pas, et ça c'est pas acceptable. Voilà, donc à l'écouter, on s'entraîne, on joue comme on s'entraîne. L'entraînement était visiblement pas bon lundi. Une équipe de Genève pas à son affaire visiblement. Après voilà, il peut y avoir des sursauts, il peut y avoir des surprises aussi. Ça aurait pu bien se passer, mais il y avait une sorte de mauvais pressentiment visiblement à l'écouter. Moi, je crois quand même toujours pas que les joueurs jouent contre lui. Je vois pas ça comme ça. Il sera à la bande jeudi soir contre Fribourg-Gotteron. Donc, lui a une chance et son équipe a également une chance de relever tout de suite la tête. Il va falloir plus qu'une victoire contre Fribourg dans un derby, certes, mais il faudra plus que cette victoire pour faire oublier ce qui s'est passé mardi soir quand même. Hein. Oublier, ouais, c'est ça qui est paradoxal, parce que tu gagnes contre Fribourg, tu fais 3 points, et finalement, t'aimes bien le dire, à raison, bah, si tu fais le bilan de la semaine, ou le truc, et s'il regagne encore le match d'après, t'es là, ouais, bah, 6 points sur 9, super. Mais c'est un furoncle, ce 11-0, parce que je posais la question à Noah Rod en disant, mais entre le 10-4 contre Ambry au Vernet, qui était quand même, c'était en 2021, on se souvient du quadruplé de Peston ici, je dis pas de bêtises, et il y avait eu changement de gardien aussi, ou en tout cas il y avait un jeune, le Nassan Jafari, et tu dis dans quel match? Contre Ambry, le 10-4. Non, Stéphane, nous on en a parlé au micro. Stéphane Charlin est resté pour les 10 buts. Parce que Gauthier Desclos est tombé malade le jour même. Et c'est Stéphane Charlin qui a été envoyé devant le filet. Et il a dû rester pendant les 10 buts. C'est ça qui était terrible. Mais oui, c'est juste. En plus, on en a parlé. C'est vrai, on en a parlé dans le podcast. C'est bien, j'écoute bien nos propres productions. Tu écouteras à Colfax. Des fois, ils ont des intervenants intéressants. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, Noah Rod disait « Non, mais ça, c'est pire ». En fait, parce que je me disais, tiens, on va peut-être prendre 10 buts à domicile, c'est chaud, forcément, devant ton public. Et il disait, ouais, non, mais là, dans un derby, on n'a pas le droit. Et en parlant du coach, c'est notre collègue Cyril Pache qui a posé cette question en disant, finalement, est-ce qu'elle était saugrenue ? Je crois qu'il n'y a pas de question stupide. De demander, bah, ouais, qu'est-ce qu'il en est par rapport au coach ? Puis il était là, mais tu peux mettre tous les systèmes en place. Tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux faire n'importe quoi, c'est pas le coach. Non, c'est nous sur la glace. Il y a 0 question concernant le coach. Mais que les journalistes permettent de se poser la question, bah, c'est pas interdit, quoi. Non, alors moi, je pense déjà que la question est légitime. Moi, je l'ai aussi reposée à Yorick Trey ce matin. Hein. Est-ce qu'il se sent en danger ? Comment il vit cette période où il est très critiqué ? Maintenant, à un moment ou un autre, il va quand même falloir faire le bilan de Yorick Trey. C'est peut-être pas aujourd'hui après une défaite dans un derby de cette manière-là, mais oui, je pense que le bilan de Yorick Trey devrait être fait et les conséquences devront être tirées si elles doivent l'être à un moment ou un autre. Mais de réagir maintenant à chaud, à 24 heures d'un derby contre Fribourg et de se dire, de toute façon, l'autre Trey, je pense que ce serait pas une gestion très saine, on va dire, de ce passage compliqué. Par contre, oui, si on voit depuis qu'Yorick Trey est arrivé à la bande de Genève Servette, il a repris une équipe qui était au fond du bac. Elle est restée au fond du bac pendant toute la partie de fin de saison durant laquelle il était coach. Quand il est arrivé à la bande, il a dit je faisais partie du problème, à moi de trouver une solution à ce problème. Il n'a pas trouvé l'année passée. Là, il a une bonne équipe dans les mains et l'équipe de Genève que je considérais comme membre du top 4 dans mes pronostics d'avant-saison, elle est toujours là, hein, elle est toujours sur la glace et je vais pas tout à coup dire c'est normal de perdre des matchs et puis Gauchi a fait un mauvais job. Pas du tout. Donc, à un moment, là, si cette équipe ne tourne pas, c'est clair que le bilan de Yorick Trey devrait être fait, mais comme il le dit finalement assez justement lui-même, s'ils gagnent les 2 derniers matchs de la semaine, ils ont 6 points en 3 matchs. Je pense qu'avec 2 derbys dont un à l'extérieur, c'est un bilan hebdomadaire, donc qu'on peut qualifier de correct. Maintenant, tu parlais du furoncle après, c'est clair que cette plaie du 11-0 à Lausanne, elle va être ouverte à un moment et puis je pense qu'il va falloir 2-3 victoires contre Lausanne et avec la manière pour
ne pas la faire oublier sera impossible. Je pense que si j'étais lausannois, j'en parlerais jusqu'à la fin de ma vie de ce match-là, surtout en présence de Genevois. Et je peux imaginer que l'inverse aurait également été vrai. Oh oui. Je pense que l'ouverture du score de Wingels après 10 secondes à la Vaudoise Arena pour l'inauguration de la patinoire spoilée, on va dire, par Genève, ils en parlent encore. Évidemment, c'est de bonne guerre et c'est même plutôt sympa. Mais oui, d'un point de vue hockeyistique et d'un point de vue d'équipe, il va falloir du temps pour s'en remettre. L'avantage, c'est que le temps, il n'y en a pas beaucoup, vu que Fribourg va venir au Vernet dès jeudi soir. Et la semaine prochaine, on aura sûrement encore plein de théories à faire sur Genève Servette. Mais je te propose qu'on aille de l'autre côté de la glace, qui se passe du côté des Lausannois. Alors, avant de passer à Lausanne, j'ai juste une question d'agenda pour toi. Je sais que je vais un tout petit peu loin, mais tu fais quoi le 12 octobre, le dimanche 12 octobre à 14h? Il y a Genève-Lausanne. Absolument. Écoute, je ne sais pas encore ce que je fais le dimanche 12 octobre, mais c'est pas impossible que je sois à ce match-là. Je serai au Vernet en tout cas, parce que j'ai dû donner mes vœux bien avant, donc il se trouve que je serai présent à 14h pour voir ce match, et je me dis que là quand même, après un truc comme ça qu'on n'oublie pas, tu le disais, hein, que certains vont s'en souvenir, je me réjouis de voir l'entrée des Genevois dans ce match-là. Et ça risque d'être vraiment très, très intéressant. Et comme tu le dis, on va passer à l'autre côté de la glace dès maintenant. On continue à parler de ce derby. Cette fois, on va partir du côté du gagnant, Lausanne. 11 goals, c'est assez fou, hein, mais triplé pour Rochette, 5 points pour Tcharnik. Il y a un peu tout le monde qui a été à la fête, à part finalement la ligne de Jäger, Kaoun, Fuchs. Tu le prendrais personnellement, toi, si tu regardais qu'il y avait un 11-0 puis que tu n'as pas mis un point? C'est vrai que c'est assez particulier. Après, disons que Lausanne sortait de deux contre-performances par rapport à ce 11-0, des victoires seulement 5-1 contre Fribourg et une victoire 3-0 à Ambry. Donc c'était bien que Lausanne se relève un peu après ces deux mauvais matchs. Non, je rigole. Lausanne, grosse semaine. 19 buts marqués, 1 encaissé en 180 minutes. Alors forcément, quand tu plantes un 11-0 là au milieu, ça aide un tout petit peu, on est bien d'accord. Mais quand même, je voulais juste, en fait, en préparant cet épisode, je me disais que d'un côté, Genevois, il faut faire attention de ne pas se faire aveugler par ce qui s'est passé. On en a déjà parlé. Et oui, c'est que un match finalement. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose côté Lausanne. Et moi, je trouve que ce match, on doit plus le voir comme une globalité de la bonne semaine et pas s'arrêter. Alors cette tarte, elle fait bien rigoler. Je pense que sur les réseaux sociaux, les gens s'en donnent à cœur joie et c'est super. Ça fait discuter, disons. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, moi, j'ai trouvé le match contre Fribourg vendredi vraiment, vraiment solide. Et le match à Ambry, on sait, Dieu sait si c'est pas facile d'aller là-bas, mais c'est quand même une réalité. C'est pas facile d'aller jouer là-bas et Lausanne s'en est très bien sorti. S'en est bien sorti déjà dans les fêtes. Je pense que le 3-0, c'est presque sévère pour Ambry. Totalement. Mais globalement, c'est une équipe de Lausanne qui a été sérieuse sur ces 3 matchs. Et n'oublions pas les 2 autres sous prétexte qu'il y a eu ce derby un peu particulier. Ouais, mais c'est exactement ce qui s'est passé aux interviews d'après-match. Alors, forcément, j'étais du côté genevois, mais je suis vite passé quand même côté lausannois. Il y avait Théo Rochette qui était encore là et il disait que oui, évidemment, c'est super, 11-0, hein, mais vendredi à Rapperswil, il faudra de nouveau repartir et ça me fait sourire parce que quand on était sur le plateau des pécalistes et toi et moi lundi avec Florent Douet, puis à un moment je crois qu'il a dit ils sont venus forts, on s'y attendait pas, puis je l'ai un peu apostrophé en disant comment on peut ne pas s'y attendre, je n'imagine pas, c'est toujours cette phrase finalement du match après match, ils sont venus forts, on s'y attendait pas, là on sait très bien et je suis sûr que Ward et son staff vont préparer les gars en disant là, Rapperswil, on sort d'un 11-0. Ils vont être. C'est une bonne équipe en plus qui marche bien en ce moment. Ça va pas être facile. Donc, il faudra pas arriver en se disant c'est bon, on va écraser tout le monde. Et il faudra voir ce début de match. Mais si à 2-0 pour Rapperswil après 10 minutes,
on va se dire, mais comment c'est possible? Donc, je suis sûr que tous les joueurs, tout le monde en est tellement conscient que oui, c'est une anomalie ce qui s'est passé. Ça devait pas arriver. Ça s'est passé comme ça. C'était une entreprise de désinfection. Ils ont nettoyé toutes les toiles d'araignée de malais. C'était incroyable de voir que un shoot, ça rentrait, mais exactement où il fallait. Et une soirée comme ça, je pense que toutes les planètes s'alignent. Alors les planètes, l'univers, il y a un peu tout. Il faudra pas penser que c'est la norme. Non, bien sûr, mais si tu regardes le match dans les détails d'un point de vue statistique, même si au terme d'un soir comme ça, ça a peu de sens, 11-0, mais quand tu vois 4,11 expected goals à 1,65, déjà, tu te dis, ouais, ok, donc il y avait quand même une différence marquée sur la glace dans toutes les situations. 5 contre 5, il y a le double d'expected goal pour Lausanne, 2,54 à 1,28. Mais surtout, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est le premier tiers-temps. Oui. Avec 1,8 à 0,27. Et là, il n'y a que 2-0 finalement après un tiers-temps. Et c'est la norme, dans le sens, il y a quasi 2 expected goals pour Lausanne. Il y a rien. Il y a des poussières de shoot par-ci par-là pour Genève Servette. Et là, ce premier tiers-temps, même si finalement il est normal par rapport au 6-0 du deuxième, il est vraiment très solide. Il est vraiment très impressionnant. Et ça fait poser des questions maintenant pour ce Lausanne HC. Somela, il va bientôt rentrer. Tu as une ligne, justement, Kadjula, Tcharnik, Tsender, qui semble se trouver. Rochette au centre avec Oksanen et Ria. On a presque l'impression que mettre Oksanen et Ria à côté d'un centre, c'est déjà prévu de venir mettre Suomela à cet endroit-là tout à l'heure, dès qu'il sera de retour. Puis du coup, tu refais glisser Rochette à la place de Kaoun à côté de Jäger et Fuchs. Puis en fait, le puzzle, il est complet, c'est ça? Non, je trouve que je maintiens quand même que malgré un 11-0, c'est peut-être paradoxal et bête de ma part, mais il me semble qu'elle n'est pas construite. Il manque quelque chose pour les playoffs. La saison régulière, c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même un peu plus de poids et pas trop de joueurs similaires. Donc, Rochette avec Kadjula et Tcharnik, ça me semble vraiment bien pour combiner, mais Tsender s'en sort bien parce qu'il accepte sans problème ce rôle de porteur d'eau. Et finalement, c'est un problème de riche, mais ça reste un problème. Parce que ça veut dire que tu vas presque, en mettant en troisième ligne, j'ai l'impression, que tu vas condamner un de tes joueurs. Je ne sais pas si le terme est bien utilisé, mais que si tu mets Suomela avec Oksanen Ria, c'est une ligne qui fonctionne. J'avais posé la question à Oksanen si c'était pas trop difficile, visiblement après ses 4 assists, que ça devait pas être trop difficile de jouer ça en team. Il me dit ouais, mais moi quand je suis arrivé à Lausanne, on m'a tout de suite mis avec lui et j'ai joué toujours en préparation qu'avec lui. Là, comme il était blessé, j'ai eu une préparation avec d'autres joueurs. J'ai appris en fait à les connaître. C'est un peu bête comme réflexion. On se dit ouais, mais t'es dans l'équipe, mais ça se comprend totalement. Et que finalement, on se rend compte qu'il a ce rôle où il va faire de la place pour les autres. C'est pas seulement un buteur, parce qu'il disait ouais, mais j'ai d'autres joueurs maintenant dans l'équipe qui peuvent remplir ce rôle. Finalement, avec Kadjula, avec Tcharnik. J'ai d'autres joueurs qui peuvent peut-être prendre un rôle de buteur. On a Rochette qui prend ce rôle de buteur aussi, donc je peux me mettre dans un rôle plus de passeur ou de déménageur qui va faire de la place pour les autres. Mais je sais pas ce que tu penses aussi. On a l'impression que si on met Tsender en troisième ligne, on se prive peut-être de Tsender qui peut être super complémentaire en haut. Ouais, Tsender, il apporte du muscle sur cette première ligne. Moi, j'aime bien son impact depuis qu'il est là. Et effectivement, je pense que le Lausanne HC a de bons problèmes, ou disons Jeff Ward et son staff ont de bons problèmes. Disons que en ce mercredi, je préfère être dans le costume de Jeff Ward que celui de Yorick Trey, dont on a parlé juste avant. C'est des bons problèmes à avoir. Maintenant, d'un point de vue plus global, après 4 matchs, on peut commencer à déjà tirer un bilan un peu excessif, mais un premier, tirer quelques petites tendances quand même. Et mettons de côté ce match d'un point de vue, voilà, on en a parlé, 11-0, c'est une anomalie, c'était un match extraordinaire de Lausanne, c'est une semaine extraordinaire en 3 matchs. Et malgré tout, on voit quand même qu'en expected goals contre Lausanne est la 12e équipe de la Ligue, avec 2,66 à 5 contre 5.
les deux seules équipes qui font pire, c'est Cloton et Ajoie, 3-14 et 3-25. Donc ça veut aussi dire que depuis le début de saison, et à titre de comparaison, Davos, qui est la meilleure équipe, est à 1,59, dont un expected goal de moins par 60 minutes de jeu à 5 contre 5. Bon, ils ont joué Cloton et Ajoie aussi. Je suis d'accord. Mais ça veut quand même dire que défensivement, Lausanne a accordé quand même pas mal de chances sur ces 4 matchs. Et c'est aussi pour mettre en avant la bonne prestation des gardiens, évidemment, que ce soit Pache ou Hughes jusqu'à présent, les deux tiennent clairement la baraque. Mais voilà, 2,66 expected goal, et je peux tout à fait imaginer un Jeff Ward partir là-dessus aussi à un moment donné, dire ben voilà, les résultats ils sont beaux sur le fond, mais rappelons-nous quand même que le premier tiers à Ambry, c'est plus du double de shoot pour Ambry, c'est une 40aine de tirs cadrés pour Ambry à la maison. Alors oui, 40 arrêts pour Kevin Pache. C'est admirable, mais voilà, c'est pas parfait. Et je pense que, et je pense pas, je suis certain que dans le discours d'après-match, c'est pas un discours de façade de dire oui, on a gagné 11-0, mais attention les détails. Je pense qu'ils sont conscients qu'il y a quand même encore, on va dire Luft nach oben en allemand, il y a encore un potentiel d'amélioration. Mais en commençant la saison de la sorte, on en a quand même parlé la semaine passée après le premier match. Tu vas perdre à Davos. On ne savait pas encore quelles étaient les forces en présence. On se doutait bien que Davos était une équipe solide. Mais à quel point Davos, c'est la seule équipe invaincue. Puis derrière, tu fais 3 matchs neufs avec deux derbys gagnés à domicile, un déplacement convaincant à Ambry. Donc, c'est le meilleur moment, disons, pour travailler sur les petites imperfections. Et moi, j'en vois justement sur le plan défensif. Alors, évidemment que ça doit pas être tout rose, mais c'est clair que les 2 matchs à domicile, on va dire, contre Fribourg et contre Genève, c'était véritablement solide. Et les 2 matchs à l'extérieur étaient un tout petit peu plus compliqués. Est-ce que c'est parce que Ward n'a pas le dernier changement? Ça m'étonnerait. Je pense aussi simplement, il faut reconnaître que tu joues contre des bonnes équipes et que quand elles sont à la maison devant leur public, elles prennent un peu plus de risques, elles jouent de manière un peu plus offensive et c'est normal. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que Lausanne, on va dire, a pris c'est peut-être un petit peu fort, mais joue simple. N'essaye pas des grandes envolées, des trucs. Ça joue de manière assez cohérente vers l'avant. En jouant sans se compliquer trop la tâche. Effectivement, on a aussi la chance du côté lausannois d'avoir quelques joueurs assez habiles. On va dire que Brännström, qui a été élu meilleur joueur du match, j'aurais plutôt accordé alors mon vote à Austin Czarnik. Rien que déjà pour la passe qu'il fait sur le but de Brännström, le 9-0 là, où il est dans l'arrondi et il met presque un genou à terre pour faire une passe de je sais pas combien de mètres, mais beaucoup, qui tombe pile sur la palette de Brännström. Le puck est à plat, il peut le placer hors de portée de Mayer. Là aussi, tout a bien joué. Mais cette vision de jeu d'Austin Czarnik, associée à Caggiula, qu'on imaginait quand même être assez bon, en voyant son pedigree NHL, je trouve que c'est un joueur qui va vite aussi. Et donc, là, Lausanne a des armes peut-être qu'il n'avait pas l'année passée ou la saison passée. Mais quand je dis ça, je me dis aussi, ouais, mais il n'y a que 4 matchs, quoi. Enfin, il faut se calmer. Mais c'est plus des tendances, comme tu disais. Ouais, exactement. Et là, du coup, je regarde le calendrier de Lausanne. Donc, on a du côté de Lausanne un déplacement à Rapperswil et après, c'est réception de Cloton, réception de Langnau. C'est pas la semaine qu'on va qualifier de tous les dangers pour Lausanne qui couche sur 3 victoires consécutives. Et derrière, on en a parlé avant, un déplacement un peu compliqué à rapide de 2 adversaires, on va dire 10 ou prédestinés au bas de tableau, même si Zurich a été battu à Langnau. Tiens, on en parlera probablement au moment des paris sportifs. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. La suite, justement, les paris sportifs. Quelle transition exceptionnelle. On avait dit qu'il fallait pas jouer sur Langnau contre Langnau à la maison, même contre Zurich. T'as vu ça? Mais en fait, on est bête, parce que dans ces cas-là, alors, on devrait se dire, on parie sur une victoire de Langnau, puis à ce moment-là, c'était carton, quoi. Mais non. Mais donc, semaine passée, toi, t'as
tu as fait l'investisseur, le bon investisseur suisse en prenant la petite cote de Zurich à Ajoie. Tu as eu raison. Moi, j'avais tenté la victoire genevoise à Berne à 3,05. Ça c'est pas passé très loin, mais ça a pas gagné. Donc 1-0 pour toi, on va dire ça comme ça, mais c'est une petite victoire celle-là. On enchaîne avec cette semaine. On va se concentrer sur les matchs de vendredi avec 5 matchs au programme. Ambry Zurich, Cloton Zug, Longno, Davos, Lugano, Ajoie et Rapperswil, Lausanne. Sur ce qu'on vient de voir, je pense que Lausanne moins 10 doit avoir une cote assez intéressante. Ce qui était bête. C'est pas possible. Lausanne qui gagne avec plus de 10 buts d'écart. Ça, tu peux pas le parier, hélas, mais je pense qu'il y aurait une jolie cote mardi soir. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont envoyé des « Ah, alors ça, vous n'avez pas parié ». J'ai des gens à la patinoire qui m'ont dit « Ah, vous l'avez pas vu venir, celle-là hein, ?» T'es là, ça me fait rire quand on se fait apostropher, mais de manière très gentille, hein, je le dis. Avec... Et vous l'avez vu venir. Ouais, avec toute l'affection qu'il faut, mais on l'a assez dit, on a assez parlé d'anomalies, donc c'est clair que... C'est aussi, on se disait, tiens, quand Roland fait les pronostics, puis qu'on doit faire ça au Pucalist, et puis est-ce qu'il y a une personne... Ah oui, il y a une personne qui avait dit 5-1 contre Fribourg. Ben là, celui qui a dit 11-0, on va lui dire, rentre à la maison, t'es bourré, quoi. Faut arrêter. Mais ça aurait passé. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Je sais pas. Moi, C'est énervant parce que c'est assez tentant d'avoir Zurich à l'extérieur qui doit peut-être se reprendre après avoir perdu contre Langnau, mais à Ambry, on n'a peut-être pas forcément trop envie de toucher, mais encore qu'il faut quand même se dire que Zurich doit rebondir. Zug à Cloton, c'est aussi assez intéressant parce que on a vu que Zug est une équipe qu'on voit assez haut, il y aura le retour de Tatar. Lugano Ajoie, j'ai peur que la cote de Lugano soit pas folle et que s'ils veulent lancer leur saison, ce serait peut-être le moment. Et puis Tigers Davos, est-ce qu'on continue de croire en Davos en disant ils vont gagner les 52 matchs et donc ils vont aller gagner à Langnau, mais ce Langnau là, on l'a dit avec Zurich, il n'y a pas que contre Zurich, hein, on les imaginait plus vraiment en difficulté. C'est que le début de championnat, il faudra voir sur la longueur. Mais pour l'instant, c'est difficile de se dire ouais, c'est là le point de non-retour pour Langnau. Maintenant, ils vont tout perdre. Et puis, Rapperswil-Lausanne, j'aurais presque tendance à partir sur Rapperswil en me disant que Lausanne, ils vont redescendre sur terre. Ouais, mais à 2,35, Lausanne à Rapperswil, c'est pas inintéressant quand même. Ils sont bons, Rapperswil. On nous tente, avec 2 matchs de Langnau à domicile. Contre Davos qui est invaincu, Davos à 2,25, tu dis voilà, et on va vraiment être solide cette saison. Je ne joue pas contre Langnau à Langnau. Cloton Zug peut y avoir des buts. Je pense que Zug c'est l'équipe qui peut vraiment marquer une pellée. Cloton joue sans Ludovic Weber avec David Fadani. Moi j'aime bien Zug à Cloton et j'aime bien les buts, plus de 5 buts et demi à Cloton. J'ai malheureusement pas les cotes sous les yeux, mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu dis la cote pour la cote de 5 buts et demi. Ouais, Zug 2,20 hein. Ouais. Donc je vais regarder si je trouve sur le site de la Loro les buts. Plus ou moins de 5 buts, voilà. Alors plus de 5,5 tu disais? C'est ça? Ouais, 1,85. Ouais. Ça peut être intéressant, voire plus de 6,5, mais je verrai. 2,70. Les buts de Zougoua m'intéressent en tout cas. Ouais. On a fait le tour. Vous verrez notre choix vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Enchaînons avec Fribourg, qui est allé gagner 2 points à Zug. Ça, c'est finalement victoire au tir au but. Il y avait 4-4 après 65 minutes de jeu. Toi qui étais au match, Greg, est-ce que tu te dis que Fribourg quand même peut se dire ouais, non mais 2 points c'est bien, ou il y aurait quand même plus moyen d'avoir 3 points parce que Fribourg menait encore, c'était quoi, 4-2
jusqu'à Quand tu mènes 4-2 après 40 minutes, effectivement, tu peux pas te dire ces 2 points de gagner, c'est clair. Fribourg a eu un excellent deuxième tiers-temps, avec aussi un petit peu de nonchalance à la relance du côté de Zougois, et ce qui a donné 2 buts. On a vu un Dorian Morel, le jeune Vaudois, qui joue à Zoug. D'ailleurs, jeune Vaudois qui a été interdit d'interview parce que considéré comme trop jeune par le directoire zougois. J'aurais été tout content de lui parler pour voir un peu comment il vit ses premiers coups de patin en National League, mais à 18 ans, on est trop jeune pour donner des interviews. Je comprends qu'on veuille le protéger, mais je trouve un petit peu dommage. Mais ceci dit, et c'est avant son erreur sur un début de fribourgeois qu'on m'a dit non. Mais voilà, Fribourg a été, pour l'une des premières fois de la saison, un peu opportuniste offensivement. Fribourg a marqué en powerplay pour la première fois de la saison, parce que l'autre soir, contre Bienne à domicile, on en reparlera après, il y avait eu un but juste 1 ou 2 secondes après le retour du joueur pénalisé du HC Bienne, donc c'était toujours 0 sur 12 avant ce match pour Fribourg en powerplay. Là, Sørensen sur passe de Kapla et Borgström pour un but en powerplay. Fribourg a beaucoup comment dire, c'est un peu les Harlem Globetrotters à certains moments, l'extra passe, vouloir donner la cage vide à l'un au lieu de tirer directement. Il manque un peu de simplicité dans le jeu de Fribourg-Gotteron. Mais alors, par contre, moi, ce qui m'a particulièrement impressionné dans cette équipe de Fribourg, c'est le puck management. Alors oui, ils ont pris 4 buts au final, on est bien d'accord. Mais la volonté de tout le temps vouloir jouer un peu propre, de revenir sur ses passes s'il y a pas de solution de passe, ce que Rönnberg m'a dit, c'est effectivement on met beaucoup d'importance là-dessus, mais moi je trouve qu'on est encore pas assez direct. On est encore trop à revenir en arrière, et on doit avoir un jeu qui va plus vers l'avant. Donc lui, il n'est pas encore satisfait, mais il était content de voir que son équipe balance pas le puck. Et j'ai aussi parlé un peu avec Sandro Schmidt à la fin. Il m'a dit c'est la grosse différence par rapport au passé. Il parle surtout de lui, il parle pas forcément en termes de concept d'équipe, mais il dit maintenant, quand j'ai le puck sur la palette, effectivement, je vais moins avoir tendance à dumper, à essayer de courir après. On va plutôt essayer de trouver des solutions de passe, à essayer de se rendre compte de la valeur qu'a le puck finalement. Et ça, ils l'ont très bien fait, je trouve, à Zug. Et c'est un match qui était un petit peu débridé, on va dire. Si vous avez l'occasion, si ça n'a pas été fait en direct, de voir la prolongation pendant 5 minutes, ça allait dans tous les sens. C'était presque asphyxiant à un certain moment, tellement ça était marrant à voir, on va dire ça comme ça. Après, oui, Fribourg menait jusqu'à 58-10, égalisation de Marchini, ils avaient sorti le gardien. Voilà, Skleniska qui avait marqué 3 buts. Ça y est, le Zanois, ça doit les faire sourire. Au passage, j'ai failli le prendre à hockey manager pour remplacer Bengtson. Et évidemment, vu que je fais tous les mauvais choix depuis le début de la saison pour l'instant, mais la saison est longue, mais j'ai pas fait ça, j'ai fait d'autres choses. Donc, ma foi, tant pis. Mais voilà, Marchini sur la droite de Berra. Berra n'a pas été flamboyant dans ce match. Il a fait quelques gros arrêts, mais 23 shoots, 4 goals. Tu me diras, en face, Giannoni, c'est 17 shoots, 5 goals. Donc, c'est quand même pas impressionnant. Mais c'était des tirs de qualité, parce qu'il n'y a que 23 shoots pour Zug, mais c'est 2,3 expected goals en 23 shoots. Donc, c'est assez élevé quand même. Une équipe de Gotteron que je trouve... j'arrive pas encore à avoir une lecture assez claire, on va dire, de cette équipe. Parce que depuis la semaine passée, l'épisode qu'on avait fait après un seul match donc de Lugano, ouais. Il y a eu le match contre Lausanne, une gifle là-bas, après qu'on va bientôt commencer à considérer comme une bonne performance si tu compares avec d'autres. Mais cette blague mise à part, que j'ai déjà faite une fois, mais tout le monde n'écoute pas tout l'épisode, alors je vais peut-être le refaire encore une fois. Ceci mis à part, derrière contre Bienne, c'était bien, c'était solide, mais en même temps, j'avais trouvé Bienne franchement faiblard ce soir-là. Ouais. Donc, j'arrivais pas à en tirer grand-chose. Et sur ce match à Zug, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois que l'équipe, elle est en train de se mettre en place avec quand même un système qui est en train d'évoluer et de beaucoup changer. Mais il faut du temps. Le fait de gagner des matchs, parce que mine de rien, à part la tarte ramassée à Lausanne, Fribourg, c'est 2 victoires consécutives et une victoire en entrée. Donc, c'est un début de saison qu'on va qualifier de solide. Malgré justement ce 5-1 ramassé à Lausanne. Et les signaux sont assez positifs. Et dans le même temps, 7 points étaient sous la barre. Enfin, la première, certes, mais 4 matchs, 7 points avec 1,75 points par match. Gotteron est actuellement 7e. Même total de points que Genève. Les 2 équipes se rencontrent d'ailleurs ce jeudi soir pour un match qui risque d'être assez intéressant. Mais début de saison solide.
on est obligé de parler des absents pour parler de Fribourg-Gotteron, vu que Nemeth était toujours pas de retour. Il se remet d'une infection selon les communications officielles. Et Glauser s'est blessé à Lausanne, coup de malchance. Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu l'image sur un tir de Brännström à la 47-48e minute. Et il est devant le but, ça lui tape la main et on le voit directement secouer la main et tu dis bon bah ok, il s'est potentiellement fait mal. Est-ce que c'est le poignet, est-ce que c'est un doigt, est-ce que c'est la main, bref. C'est un doigt. C'est pas cassé. très important. Bah alors j'avais pas vu l'info exacte. Doigt cassé, tu le vois au moment où il secoue la main, tu dis ouais bon là il y a un petit souci qui se transforme en 2 mois d'absence, donc 8 semaines. Et toutes les semaines sont pas égales, on va dire. Pas si tu absent en 8 semaines, dont les Jeux Olympiques, ou 8 semaines en septembre-octobre, ben là, c'est 20 matchs, en fait. 8 semaines d'absence pour Andrea Glauser. C'est vraiment beaucoup. Donc voilà, Fribourg va devoir faire le dos rond et trouver un moyen de gagner des matchs. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est ce que tu disais sur le plateau des pécalistes lundi quand on parlait de Fribourg et des 6 étrangers, et pourquoi pas 7, où tu disais je continuerai tant qu'il n'y en a pas 7 ou 8. Et bah, c'est typiquement ce genre de truc, c'est pas un étranger là, en l'occurrence, c'est Glauser. Mais imaginons que Nemeth pour l'instant, il joue toujours pas. Donc on peut faire autre chose qu'imaginer, on peut le voir. Et c'est dommage de se priver finalement de la possibilité, tu as le droit d'en mettre 6, mais non, tu n'en as que 5 à disposition. Donc ça me gêne aussi. Et je vois Kaplan qui continue d'être un forçat de la glace avec 26 minutes 44. Forcément, il n'y a pas Nemeth, il n'y a pas Glauser, des joueurs qui sont capables d'avaler de grosses minutes. On a Seiler à 20 minutes 10. Est-ce que, sans juger la qualité ou non de Seiler, mais le fait que lui joue 20 minutes 10, est-ce que c'est peut-être pas quand même un poil trop? Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça fait beaucoup. Je peux te garantir que sur le match de Zug, chaque minute était des bonnes minutes. Il a eu 1 ou 2 petites pataugées à gauche, à droite, mais globalement, Seiler fait un très très bon match. Il est dur, il est solide, il tient bien sur ses patins et vraiment, je l'ai trouvé bon. À Zug, donc il a mérité les minutes qu'on lui a données du côté de Fribourg-Gotteron. La défensive, Jönsson m'a de nouveau impressionné par sa facilité en transition, à la simplicité de son jeu. Tu dis le gamin, il a 19 ans. Il en est déjà là après 4 matchs avec Fribourg-Gotteron en train de s'adapter à un nouveau système. Donc la défense de Fribourg, malgré les absences de Glauser et Nemeth, ça ressemble presque à une bonne paire défensive si tu en as besoin, malgré ces 2 absences-là, tu peux quand même livrer une prestation solide malgré les 4 buts encaissés, parce que on peut se dire, ouais, mais 4 buts quand même, mais c'est 23 tirs concédés. Donc, défensivement, ils n'ont pas donné grand-chose, mais le problème, c'est que ce qu'ils ont donné, c'était peut-être souvent un peu des grosses occasions. Mais globalement, j'ai l'impression que le système est bien en place, mais il y a 2-3 petits trous de temps en temps. Moi, c'est offensivement où je me pose un peu plus de questions pour l'instant, avec toujours cette ligne Borgström, de la Rose, Sprunger qui est solide défensivement. Moi, j'ai bien aimé Borgström sur ce match. Il est bien, il est présent physiquement, il va de l'avant. Tu vois qu'il il est encore en train de chercher son rythme et de s'acclimater à un championnat. Mais ce que j'en ai vu est positif, je trouve. Mais la ligne, ce que j'en ai vu de lui individuellement, la ligne me convainc pas. Mais en même temps, les autres sont en place. Et est-ce que Marchand avec Wallmark et Sørensen, ça continue d'être positif? À certains moments, Rönnberg a changé son alignement sur les fins de tiers. Il a mis Borgström à la place de Marchand, justement, avec Wallmark et Sørensen. Des petits twists assez intéressants, justement, pour faire un push en fin de tiers-temps, de doubler un shift à Borgström pour justement essayer d'avoir avoir 2 lignes très offensives. Ça n'a pas porté ses fruits en fin de premier tiers-temps quand il l'a tenté, mais j'ai bien aimé les petites modifications là en fin de match aussi, quand Fribourg vient de se faire égaliser. Il envoie la ligne de Borgström, de la Roche, Sprunger, la ligne sort et il renvoie la ligne avec Borgström, Wallmark et Sørensen, donc il double le chiffre de Borgström et visiblement il a l'air de lui faire assez confiance. Moi je l'ai trouvé bon et voilà, mention aussi à Sandro Schmidt, doublé les 2 fois. Il a été bien aidé, disons, par la défense zougoise. Le premier but, c'est une relance dans l'axe et puis après il se retrouve seul face à Gianni, mais il a eu un bon sang-froid.
et c'est lui qui donne la victoire à la fin avec un penalty magnifique. Il fixe Giannoni, mais sous la latte. C'est du très propre Sandro Schmidt. Sandro Schmidt qui est au cœur des rumeurs. Forcément, il va encore là jusqu'à ce qu'il n'y soit plus. On va dire jusqu'à ce qu'il ait signé quelque part. À un moment ou à un autre, Berne va faire une offre qui va passer. Je ne sais pas à qui, mais Berne va signer quelqu'un. C'est impossible qu'il rate tous les dossiers systématiquement. Est-ce que c'est Sandro Schmidt ? Je ne sais pas. Mais c'est clair que il a de toute façon pas besoin de faire des bons matchs actuellement pour que sa valeur soit haute, parce qu'on sait exactement ce qu'il vaut, ce joueur, et donc ça va pas aider. Il va pas gagner 5 000 francs de plus parce qu'il a mis 2 buts hier, mais par contre ça peut encore un peu plus motiver Berne à intensifier sa quête. D'ailleurs, Berne, on a eu des salaires. J'aime pas trop ce genre de choses, parce qu'après les gens ils se souviennent. Le problème, c'est que ça va faire comme avec Kubalik. Ça va rester un peu le maître étalon. Oui, mais tu te souviens, Berne avait payé à temps, avait offert, puis on ne sait pas si c'est vrai. Et quand c'est comme c'est Klaus, on se dit c'est quand même plutôt correct, mais il a aussi le droit de se tromper. Donc ouais, je t'arrête tout de suite. Klaus Taug avait donné 2 millions de salaire à Dominique Kubalik, 2 millions bruts à Kubalik. C'était une erreur. Moi, on a un immense respect pour Klaus Taug, et je parle pas de lui précisément, mais quand un salaire sort, je me demande toujours pourquoi il est sorti. Qui a intérêt à ce que ça? Comment à un moment 3 joueurs, le salaire sort? Vrai, faux, peu importe. Moi, je connais des salaires, je connais des offres. J'avais parlé à ce podcast, mais sans donner le chiffre, je trouvais pas intéressant, qu'on avait eu une offre complètement folle pour Ken Yeager du côté de Berne. Voilà, à un moment, si le chiffre sort, c'est que quelqu'un a intérêt à ce qu'il sorte. Mais moi, je pars du principe que tant que les salaires sont pas dévoilés, à un moment, on peut. C'est juste de la spéculation, et vraiment, c'est pas du tout contre les infos de Klaus qui sont généralement bonnes, mais sur les salaires, c'est tellement, tellement difficile d'être juste. Je parlais avec un ami, pas plus tard que mardi avant le match, qui me disait, mais en fait, si tu veux éviter un salary cap, tu dois juste dévoiler les salaires des joueurs. Je peux te garantir que les GM, ils feraient beaucoup moins de conneries et donneraient des salaires beaucoup moins élevés à des joueurs qui ne le méritent pas s'ils devaient dévoiler un peu une sorte de Hall of Shame des contrats, puis qu'à la fin, on pourrait même faire un article pour dire quels sont les 5 pires contrats de l'année. Je peux te garantir qu'ils réfléchiraient à 2 fois avant de mettre le stylo à la main à certains joueurs. Alors, c'est très, très juste. Et je me demande quand même, qu'est-ce que tu penses? Là, parce qu'on parle de contrat. Filippo Lombardi, le président d'Ambri, qui a dévoilé. Et du coup, comme c'est le président, mais tu me diras, il ne faut pas être naïf non plus, hein, mais qui dit, oui, mais nous, ça, on ne peut pas se permettre par rapport à Michael Fora. Est-ce que là, les chiffres avaient une vraie valeur et qu'on peut s'appuyer sur ça? Ou là aussi, il faut pas se laisser berner? Je sais pas quoi répondre à ça. D'accord. Désolé. Non, pas de problème. Il y a juste un truc, c'est... Les salaires dévoilés par des gens qui ont... En fait, moi, si quelqu'un me dit « on a signé Ken Yeager pour X, voici le contrat », là, je le croirais. Et encore, parce qu'après, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat qu'on voit c'est des discussions qui sont tellement difficiles et qui ont... C'est pour ça qu'à ce podcast, j'en parle jamais, en fait, des salaires, même si j'en connais bien quelques-uns, je pense, de la part de certains GM qui me disent certains salaires. Je trouve assez peu, tant que t'as pas la vue d'ensemble de tous les salaires de la ligue, à un moment, ça veut dire quoi? 600 000? Ouais, mais 600 000, ça veut dire que Malguin, il touche combien? Ah ouais, il a 600 000, 650 000, 1 million, 2 000, tant qu'on n'a pas la vue d'ensemble, moi je trouve que c'est des discussions qui alimentent sûrement le café du commerce, mais je trouve qu'elles sont difficiles à avoir d'un point de vue journalistique. J'ai juste une question aussi. On parlait de Ludwig Johnson, et je suis désolé de revenir là-dessus parce que j'essayais de la placer avant, mais on n'est pas arrivé. Est-ce que, parce que tu arrêtes pas de dire oui, il m'impressionne, à raison. Et je me dis, mais est-ce qu'à un moment, vu qu'il était au port de l'équipe nationale, on se demandait aussi peut-être s'il pourrait continuer à faire partie de la sélection de Patrick Fischer, s'il joue juste, s'il joue simple, il y a un mouvement de jeunesse, il faut commencer à intégrer les gars. Est-ce que par hasard, tout d'un coup, la NHL se dit pas, écoute, on n'a pas forcément drafté vu ton âge, mais pourquoi pas? D'ailleurs, je sais même pas s'il est peut-être déjà drafté, je me rappelle plus. On va le prendre, et finalement Fribourg va pas profiter de Ludwig Johnson qu'une seule année, tu vois.
Il a été drafté cette année par Utah. Il fait partie des 2 Fribourgeois qui ont été draftés. Il y a lui et LJ Allenschwander, le jeune gardien qui était drafté par Anaheim. Et donc il était drafté. Donc voilà, il peut-être, mais en même temps, tu peux pas engager un joueur en te disant non, mais finalement on le signe pas parce qu'il est trop fort. Il va peut-être aller en NHL, ma foi. Non, tant pis. Mais moi je pense que pour son développement, il est dans un système qui lui fait confiance, avec un coach qui lui fait confiance, un coach réputé aussi. Parce que moi, je me mets à la place d'un club de NHL. Et désolé pour lui, il va prendre une balle perdue, mais il nous écoute sûrement pas. Mais si on me dit c'est Christian Volven qui est l'entraîneur de mon joueur, tu dis viens voir peut-être un moment à HL comment ça se passe ici, parce que t'as peut-être pas forcément fait tes preuves. Et encore, c'est peut-être pas, c'est une blague. Je pense que c'est pas l'entraîneur le plus respecté, on va dire, même outre-Atlantique, malgré ces interviews qui ont fait du buzz, on va dire ça comme ça, à l'époque de l'équipe de Suisse M20. Mais là, t'as un entraîneur qui est habitué à faire évoluer des jeunes, à préparer des jeunes, on va dire, à aller en Amérique du Nord, parce qu'en Suède, ils le font énormément et ça fait partie de leur ADN en tant que club. Mais on pourrait dire la même chose avec un Jeff Ward, par exemple, où là-bas, ils se diront, mais attends, c'est Jeff, on le connaît bien, d'ailleurs, on va jouer au golf avec lui cet été, on parlera de ça autour au Trou 17. Je pense, je sais pas du tout si je joue au golf d'ailleurs, mais peu importe. Je pense que l'environnement fait que s'il doit partir à un moment, il partira, ça changera rien. Par contre, ça pourrait faire qu'il reste peut-être une année de plus que ce qu'il devrait si le cas échéant, disons. Ok. On a une question sur Gauthieron et on y répondra en fait dans la section suivante, je pense, parce que ça fera une bonne transition. C'est une question de Kevin Sulger. Bonjour à vous, merci pour votre podcast intéressant, précis et cette qualité fait du bien sans tomber dans les polémiques. Je dois avouer que ça nous fait déjà bien plaisir de cette petite précision-là. Merci beaucoup. J'aurais une question. Kapla n'a qu'une saison de contrat. Pensez-vous que Rönnberg l'a pris pour une année en pensant qu'Egli termine son contrat et vienne à Fribourg l'année prochaine? Merci pour vos réponses. Belle journée et bonne semaine. Alors, on va juste parler de la partie Fribourg-Gotteron. Justement, il faut préciser, bien entendu, mais je pense que les auditeurs s'en doutent, que la question nous est arrivée avant la signature de Dominique Egli à Davos, dont on parlera effectivement juste après. Mais si on se concentre juste sur Fribourg-Gotteron pour cette question-là, l'idée de signer Kapla, effectivement, peut-être qu'il y avait ça dans un coin de la tête, c'est possible. Je pense que Fribourg s'est renseigné. En même temps, c'est un peu le travail de Gerd Senhusen de se renseigner sur les joueurs libres, dont Dominique Egli, quand tu es un défenseur international, c'est pas bête. Maintenant, à un moment, c'est à quel moment et à quel endroit tu as envie d'allouer ton cap space, on va dire, ou ton salary cap, ou ta masse salariale, voilà, pour parler un peu français, à quel moment, où tu veux allouer ta masse salariale. Et quand tu as déjà Andrea Glauser sous contrat, qui est forcément un de tes gros salaires. Quant à Yannick Radgeb sous contrat, défenseur suisse également, est-ce que vraiment tu veux faire collection des défenseurs suisses? Alors, dans un monde idéal, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits dans lesquels il faudrait allouer une partie d'un budget un petit peu plus élevé, à savoir peut-être un ailier suisse de premier plan qui pourrait faire la différence, qui pourrait être un marqueur de 15, 20 buts, quelque chose comme ça. Ce que Fribourg peine un peu à trouver, il suffit de voir la peine avec laquelle Fribourg on va dire, entoure Sørensen et Wallmark. Peut-être d'avoir un ailier à mettre là, c'est une plus grande priorité qu'un Dominique Egli. Donc à un moment, je pense pas, et je pense de payer un étranger à cet endroit-là, c'est pas forcément... C'est plus facile à trouver un étranger là, donc un peu moins cher que d'engager un international suisse. Et je pense pas que Fribourg était sur ce plan-là. Maintenant, je pense que engager un étranger qui connaît pas le championnat, c'est forcément un risque. Donc signer Kapla pour une année, ça me semble plus être pour se protéger aussi d'un flop ou d'une déception, parce qu'un flop c'est un bien grand mot, mais d'une déception. À part ça, on termine là-dessus, mais tu disais ils vont pas faire collection. Glauser, Radgeb et Egli ont en plus la particularité d'être les trois droitiers, ce qui a été assez incroyable d'avoir trois défenseurs droitiers de cette qualité-là dans la même équipe. Ce qui nous a fait mousser cette semaine en partenariat avec la brasserie Dr Gabs. On vous rappelle, avec le code ColdFax15 pour plus de 60 francs d'achat sur le shop, vous
pourraient bénéficier d'un tirage au sort pour gagner 2 places pour le match Lausanne-Fribourg du 10 janvier. C'est juste, Greg? C'est tout juste, c'est parfait. Et puis, ce qui nous a fait mousser, c'est Dominique Egli, on l'a un peu teasé, qui revient après 2 saisons à Frölunda. Ça fait bizarre de dire 2 saisons alors qu'il vient de commencer sa 2e. Mais vous le savez, les contrats en Suisse sont ce qu'ils sont. Et il a voulu s'assurer, finalement, même s'il ne devait pas avoir trop peur, de trouver une place en National League. Parce que si tu as un GM avec un tout petit peu de bon sens, ça veut dire qu'il y en a 14 qui te font une proposition et que tu peux en gros choisir, à part peut-être Fribourg, justement, parce qu'ils ont pléthore de défenseurs suisses droitiers, mais Fora qui signe à Lausanne, donc il y a une place libre pour un défenseur droitier. Oh là là, super. Egli qui avait déjà joué 3 saisons dans les Grisons, qui n'avait pas forcément explosé, puisqu'il avait plutôt explosé à Rapperswil, mais qui faisait partie de ces défenseurs suisses d'Henri Rare à HM qui sont sur un powerplay. On disait que y a Frick qui est sur le powerplay en ce moment, il y a Kalle Anderson. Honnêtement, de très bons joueurs peut-être, mais que tu peux faire quand même mieux en termes de powerplay. Et Dominique Egli, c'est l'assurance d'avoir ton défenseur suisse de qualité sur le powerplay. Il n'y en a pas des masses. Et comme ça t'évite d'avoir un étranger. Il a signé pour 6 saisons. Exactement, Davos qui vient de signer coup sur coup Ken Yeager pour un contrat à très long terme, Dominique Egli pour un contrat à long terme, le gardien Sandro Eschliman également un contrat à long terme. Donc la stratégie du côté d'Ian Alston et des Grisons, elle est très claire, c'est qu'on verrouille un noyau de joueurs, quitte à leur donner une année ou 2 de plus, mais justement peut-être pour avoir un salaire annuel un tout petit peu plus bas, sans rentrer dans la polémique des chiffres. Bonne signature, bien entendu, pour le HC Davos. Et en même temps, moi je me dis, c'est complètement logique ce qui s'est passé entre Davos et Lausanne sur ce coup-là. Je pense que Michael Fora fait beaucoup plus de sens à Lausanne. Dominique Egli fait beaucoup plus de sens à Davos. Et dans la configuration actuelle, dans les besoins des 2 équipes, et je pense qu'un Egli à Davos, c'est parfait pour lui. Comme tu l'as dit, il y a de la place pour lui sur un premier powerplay. Fora amènera un petit peu de rugosité à la défense lausannoise, qui en a quand même un petit peu besoin malgré le 11-0 contre Genève. Mais malgré cette anomalie, ça reste un des besoins du Lausanne HC. Donc Dominique Egli, grosse signature pour l'HC Davos. Puis mine de rien, Davos est leader invaincu, dernière équipe invaincue dans la National League. Signe des gros joueurs. La tendance du côté de Davos est quand même sacrément bonne en ce moment, je trouve. Absolument. Non, vraiment, là, c'est une super signature. J'avoue que j'aurais imaginé que Berne allait faire le forcing pour un joueur comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait le forcing en l'occurrence, mais que le joueur au final a préféré, a privilégié la piste davosienne, un retour un peu, je ne sais pas si on peut dire aux sources, mais il connaît l'entraîneur aussi, Josh Holden. Peut-être que le fait que c'est Tapola à Berne, que c'est pas forcément aussi solide, on va dire, que peut-être à Fribourg avec Rönnberg, à Lausanne avec Ward, il a privilégié cette possibilité-là aussi. Ouais, je pense que Berne aussi imaginait que Berne allait peut-être signer Dominique Egli. Je pense qu'un jour, il faudra aussi qu'on se penche sur le cas bernois, parce que là-bas, ça commence à me faire un petit peu mousser aussi. Donc peut-être pour une de ces prochaines semaines, on va aller faire un tour du côté de Berne. Et on précise encore une petite chose, qu'on est en train de mettre sur pied un petit événement en compagnie de Dr Gaps le 4 novembre prochain. On vous donne des petits détails dès qu'on en a un tout petit peu plus, mais ceux qui sont intéressés à nous faire une petite visite en région lausannoise, ce sera, mais pas chez Dr Gab cette fois. Ce sera le 4 novembre prochain en soirée. Donc, si vous voulez déjà commencer à réserver votre date, c'est avec plaisir qu'on vous rencontrera à cette occasion. On passe à Bienne, les 2 clubs qui nous restent, Bienne à Joie, mais on commence par Bienne qui va un peu mieux, mais le un peu est de circonstance, parce qu'il restait quand même sur 3 défaites. Il fallait aller chercher quelque chose, et ils ont réussi à le faire mardi soir à domicile contre Lugano. Une victoire 3-2 après prolongation, en étant mené 2-0, et il y avait encore 2-0 à la 51e.
Chaika a marqué à la 52e, Silvegaard à la 56e. Si je dis pas de bêtises, c'est un but un peu bizarre. Ça tapait le dos d'un adversaire. Et puis, c'est un peu, comment dire, la jolie histoire du but à la 61e en prolongation de qui d'autre que Tony Rayala à la passe de Gaëtan Haas. Enfin, et surtout, un Bienne qui a, selon les statistiques aussi, dominé clairement une équipe de Lugano. On les attendait quand même peut-être pas si mal que ça. On se disait que Thomas Mittel, l'entraîneur, qu'ils essayaient de faire un peu le ménage aussi, mais on a l'impression de revivre la saison passée, même s'il n'y a que 4 matchs. Ouais, le HC Bienne a fait preuve d'une sacrée dose de caractère, là, je trouve. Parce que 3 défaites de suite pour commencer la saison, t'es pas dans les meilleures dispositions. Contre le cours du jeu, t'es mené 2-0 à la maison par Lugano, parce que le Bienne, ce que j'en ai vu, était quand même bien solide. C'était une équipe en place, mais malheureusement, les circonstances étaient un peu à l'encontre des Ceylandais. Et derrière, voilà, comme tu l'as dit, Chaika qui a été replacé en première ligne pour l'occasion, qui a quitté le centre où il avait un peu commencé, il a joué un peu au centre, un peu à l'aile, il a fait un peu les deux depuis qu'il est arrivé dans le Ceyland. Placé là, c'est lui qui donne le but de l'espoir, donc ça c'est une bonne chose. Je me demande ce replacement-là de Chaika à la place d'un Salinen, donc qui a été mis sur numéraire ce match-là, à la place de Salinen, à côté d'Andersen et Silvegaard. Est-ce que c'est une solution à long terme ? En tout cas, elle est intéressante parce que ça permet justement de garder tes 3 lignes avec un Tony Rayala en 3e ligne. Alors, est-ce qu'on est content d'avoir Rayala là ? Je sais pas. Il y a une interview sur Blick de mon collègue Tim Guima qui lui a parlé et lui, il dit justement, c'est tout le point de m'avoir en 3e ligne, c'est qu'on a 3 lignes un peu plus fortes et on parle souvent à ce podcast de l'importance de pas devoir compter sur une seule ou voire une ligne et demie ou 2, mais d'avoir plusieurs lignes qui peuvent scorer. C'est exactement ce qui se passe. Alors là, il marque en prolongation à 3 contre 3, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Mais dans l'absolu et dans le jeu, de pouvoir compter sur 3 lignes intéressantes, ça doit être le but de tout entraîneur, et c'est pour ça que Raya se trouve là. Maintenant, c'est un très joli clin d'œil de le voir lui marquer le but décisif durant la prolongation. Par contre, alors, petite ombre au tableau, je dis petite, mais Laaksonen qui joue que 8 minutes, il a reçu un coup de Perlini, c'était le genou, ce qui fait que Hultström a joué 22 minutes 22. Hultström t'avait pas non plus tellement convaincu sur ses premiers matchs. Il avait même été mis en tribune. Il y avait l'arrivée de Dionisio qui avait permis aussi à Philander de pouvoir justement, entre guillemets, se passer d'un joueur étranger parce qu'avec Dionisio, tu es censé avoir un défenseur suisse de qualité capable de jouer sur le powerplay. Il l'a d'ailleurs fait cette fois avec 21 minutes 23 de temps de glace et 4 minutes 29 sur le powerplay. Donc, à voir, il faudra monitorer si Laaksonen, c'était juste des mesures de précaution ou si tout d'un coup il va se réveiller et puis faire « ouais non, ça va pas ». Blessing a joué 6-32. Enfin, voilà, il faut que du côté de Bienne, ce serait quand même dommage de sortir d'un match où ils ont tiré, je sais pas, ils avaient 85% de chances de gagner, 35-19 au tir. Et puis peut-être d'avoir un souci avec un de tes défenseurs majeurs, ce serait pas le bon moment pour eux. Ouais, après 2 tiers-temps, c'est 25-10 les shoots. Les expected goals, ils sont large devant. Lugano, comme tu le disais au début de ce segment, c'est franchement triste. Il y a 2,4 expected goals à 0,6, donc il y a 4 fois plus d'expected goals dans toutes les situations pour bien après 2 tiers-temps. Et malgré ça, Lugano menait 1-0. Mais on parlait d'un changement de coach qui est forcément un changement de mentalité, un changement de système, etc. Avec Thomas Mittel qui débarque, là aussi, il faut être peut-être un petit peu patient avec cette équipe du HC Lugano. Mais il y a certains endroits en Suisse où être patient, c'est un peu plus compliqué qu'il y a d'autres. Et j'ai l'impression que Lugano en fait un peu partie, quoi. Mais alors, je sais pas ce que tu en penses, mais des fois, c'est peut-être un cliché de ma part et je dois changer ma manière de voir les choses. Pardon. Et je peux m'imaginer totalement qu'avec Antti Tormeinen, ça peut aussi si je me rappelle comment il construisait ses équipes et à quelle nationalité il avait. Mais moi, tu mets un entraîneur suédois
et tu lui donnes des joueurs Connor Carrick, Mike Sgarbossa, Sanford, t'as un truc très anglophone, on va dire, nord-américain. T'as quoi? T'as Delström comme défenseur suédois ou nordique. Et puis, Rönnberg, par exemple, tu lui colles quand même entre... Kapla, il a joué en Suède, c'est pas totalement la même chose, mais sinon, il y a beaucoup de Suédois, il y a aussi un Finlandais. J'avoue que je suis un tout petit peu surpris de la manière de composer cette équipe par Yannick Steinmann. On me dit, est-ce qu'il met vraiment les joueurs à disposition de son entraîneur, ceux qu'il aimerait, en fait, pour son jeu? Alors pour la construction de l'équipe, ça je peux pas dire. Par contre, d'un point de vue, on va dire stylistique, si ça se passait pas bien à Lausanne, on dirait ouais, mais tu vois, un coach canadien qu'entraîne Oksanen, Suomela, Brännström, Niku, tous ces joueurs nordiques, ça peut pas fonctionner avec Jeff Ward, le Canadien. Donc, mais non, la blague à part, évidemment, je pense que c'est plutôt culturel et le style de jeu que tu veux plus que la la couleur sur le passeport. Mais en tout cas, moi je suis pas un fan, c'est un grand mot, mais j'aime globalement bien ce que fait Yannick Steinmann. Je dis pas que j'aime forcément tout son comportement. Par contre, l'esprit de hockey, on va dire, ou le bâtisseur d'équipe, j'ai tendance à me dire qu'il fait en général de bons choix. J'arrive pas à croire que les étrangers n'ont pas été choisis en collaboration avec le nouveau coach, qui est quand même là depuis un petit moment. Donc, je pense qu'il a validé les choix. Maintenant, quand tu changes autant de choses, on en parlait avant la saison, il y a beaucoup de changements à Lugano cet été. C'est parce que tu vois, si tu arrives avec un nouveau coach, mec, ton noyau de joueurs en place, justement, Valmark Sørensen, d'après l'exemple de Fribourg, eux, même si tu leur fous un Rönnberg, il y a une continuité. Là, comme tu disais, Sgarbossa, Carrick, Sanford, tous ces nouveaux joueurs, Kupari qui a pas encore, qui a été pas mal freiné par des blessures. Ça demande un ajustement qui est majeur. Et Lugano est en plein dedans actuellement. Et comme je disais, c'est un peu le moment où on va voir à quel point Vicky Mantegazza a de la patience. De toute façon, tu veux faire quoi? Tu vas pas te séparer de ton coach après 4 matchs en National League. Enfin, je dis ça, on sait jamais, ça peut arriver, mais ça m'étonnerait quand même, disons. Si on revient à Bienne quand même, désolé d'avoir digressé sur Lugano, mais j'ai l'impression que c'est aussi un club qui de toute façon polarise beaucoup, même au-delà du Gothard. Fabio Offer, 22 minutes 16, c'est beaucoup pour un attaquant, il l'a mis à toutes les sauces en plus. Kneubuller, 21,50. Il fait confiance aussi à des joueurs, on va dire suisses, hein, même si Offer est autrichien d'origine, mais il a une licence suisse. Et puis ce qui m'a frappé aussi au niveau des stats, évidemment avec 35 shoots, il faut bien qu'il y en ait qui en prennent, mais on a un Dionisio qui en prend 5, puis on a Silvegaard, la même chose, et puis on a tout d'un coup Rayala 8 et 3 tirs manqués. Tu te dis, alors là Rayala, il est redevenu je vais pas dire arroseur automatique, mais il se dit, là, j'ai la chance de jouer, je vais prendre les tirs qui viennent. Ouais, 8 tirs, c'est... au moins, il y en a eu un qui a terminé au fond et qui est au meilleur des moments durant la prolongation. C'est vrai que c'est du bon vieux Tony Rayala, on va dire, celui qu'on connaît, qui n'hésite pas trop contre en zone et qui va shooter avant de réfléchir à toute autre option. J'ai bien aimé le fait que Nicolas Muller ait été envoyé au centre. Il a 16 engagements, 12 gagnés, 75% d'engagements gagnés. Et ça, c'est hyper précieux. Tu vois aussi que tu as un Gaëtanas qui joue quasi 20 minutes après, avec 6 minutes de powerplay, 0 minutes de boxplay. Là aussi, c'est de pouvoir compter sur ces bonnes minutes d'un Gaëtanas. Ça fait une différence hallucinante de l'avoir sur la glace ou non. Et il est encore en train de, on va dire, se reconstruire physiquement. Et même s'il a l'air bien, tu joues pas 20 minutes en National League si t'es pas prêt. Mais il est quand même dans une phase de réapprentissage de l'enchaînement des matchs, surtout plus que de la préparation physique. Maintenant, d'aller 3 fois sur la glace jouer des matchs, c'est autre chose que de faire toute une préparation estivale. Donc il lui faudra sûrement encore un petit peu de temps. Mais moi, ça c'est les choses qui me rendent assez positif sur ce que je vois de Bienne, même si honnêtement le match que j'ai vu à Fribourg samedi soir, je me suis dit c'était assez triste. Bienne n'était pas bon et en même temps pour que Fribourg fasse le break, il a fallu l'espèce d'autogol de Lias Andersson
en 45e minute, au début du troisième tiers-temps. À ce moment-là, il n'y a que 1-0. Bien n'est pas bon, mais Bien est quand même dans le match. Ah oui, c'est vrai que ce autogol était incroyable. C'est des petites choses comme ça qu'on voit. Ça existe de temps en temps, mais le puck qui finalement roule dans la cage alors que le gardien est parti pour mettre un 6e joueur de champ. Puis tu vois Janet qui revient en catastrophe en disant peut-être que je vais arriver. Et puis non, finalement le puck va trop vite et lèche quasiment le poteau pour entrer. C'était vraiment au millimètre. C'était assez impressionnant. Ça aurait très bien pu finir sur le poteau, mais c'est entré. La suite de Bienne, c'est drôle parce qu'en fait, ils ne jouent pas avant samedi. Ils ont un petit day off vendredi et ils accueillent Ambry. Là, je pense qu'ils doivent... ils ont une semaine tessinoise après avoir accueilli Lugano. Ce serait de bonne loi d'aller mettre 3 points en banque. Et puis, la suite pour eux, c'est mardi à Rapperswil. Donc, deux matchs qui sont... c'est des adversaires qui sont à leur portée. On avait dit aussi en entrée de saison que Bienne, on les imaginait plutôt batailler autour pour le play-in. On a l'impression qu'on est, pour l'instant, après 4 matchs, on est pas mal là-dedans. À voir comment ils vont suivre, mais ces 2 matchs vont être aussi importants pour la suite de leur saison. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, il faut prendre match après match, mais au-delà de ça même, tu as Ambry, Rapperswil, Langnau, Ajoie. Et donc, c'est fou de dire ça après 4 matchs, mais dans 4 matchs, on pourra voir de quel côté ça va pour Bienne, parce que là, il y a 4 matchs à la portée des Biennois, largement. Et peut-être que cette victoire, même victoire après prolongation, mais les 2 premiers points vont un peu libérer les esprits du côté de Bienne, et c'est le bon moment parce que justement 4 matchs, tu peux ambitionner de faire 8, 9, 10 points, voire plus, suivant comment il tourne. On termine cet épisode avec Ajoie. Et malheureusement, on va essayer de trouver du positif du côté du Jura, mais c'est 4 défaites en 4 matchs. Et là c'était la réception de Rapperswil. Et c'est un peu frustrant pour les Jurassiens qui auraient mérité mieux. J'essaie de me rappeler qui était à l'interview d'après-match sur MySports qui était frustré en disant que là, ils avaient fait, alors pas tout juste, mais qu'ils avaient eu les possibilités de faire mieux. De mériter mieux, mais il aurait fallu planter un peu plus de buts. Il y a eu un Tyler Moy en face qui lui aussi est toujours un des joueurs les plus recherchés, qui a mis un triplé, si je dis pas de bêtises, une bonne association avec Stromwall. Et ça commence, il y a eu ce 6-0 à Davos, mais tu peux te dire on a vu le début de saison de Davos, on sait que c'est une des bonnes écuries du championnat. Là, il y avait ce match à domicile. Ça aurait été bien de pouvoir ramener quelque chose, quitte à perdre peut-être après prolongation au tir au but, mais au moins d'avoir un point. Et puis, la suite aussi pour Ajoie, c'est le déplacement à Lugano vendredi, puis après la réception de Berne samedi, avec de l'urgence. C'est des clubs qui sont pas... qui sont à la portée, évidemment, d'un Ajoie qui joue sérieusement, mais on a l'impression qu'il faut y aller maintenant. C'est un peu l'ADER pour quand même commencer cette saison. On savait que ce serait difficile, mais ça l'est. Que j'ai bien aimé dans cette équipe d'Ajoie, c'est la ligne Vic DeVos-Pedretti, qui m'a quand même l'air d'être une ligne qui peut peser sur le jeu avec DeVos au centre, de 2 ailiers qui ont quand même une vraie expérience de la National League, qui ont de l'impact physique, et ils ont fait un bon match face à Rapperswil, avec une implication offensive. C'était la meilleure ligne à Joulotte, mais aussi si tu regardes la ligne de Gauthier, Frédéric Gauthier, qui était au centre, de Motet et
Nettinen, si je me trompe pas. Oui, c'est juste. Demotte et Nettinen, défensivement, ils ont des statistiques qui sont excellentes. Donc là aussi, tu dis qu'il y a quand même 2-3 choses qui commencent à aller dans la bonne direction, qui se mettent en place, avec 2 lignes qui commencent à se trouver, comme je l'ai dit. Il y a du positif. Maintenant, Bellemare m'a l'air un peu perdu avec Boson et Robin sur ce match-là. Mais par contre, ouais, tu commences à avoir 2-3 signaux positifs qui vont à gauche, à droite avec ce HC Ajoie. Mais comme tu dis, au bout d'un moment, c'est le classement et les gens, ils vont pas commencer à aller voir les statistiques de telle ou telle ligne. Ils vont dire, ouais, 4 matchs, 5 buts marqués, 19 encaissés, moins 14. Bon, bah, ça repartit pour un tour. Et finalement, cet aspect positif, il est dur à trouver, mais je pense qu'il y a quand même moyen de le chercher et de le trouver. C'est par contre en termes d'aspect moins positif et il faudrait bien évidemment voir un peu plus en détail les shifts de Gaël Christ qui, on le rappelle, a été prêté par Bienne mais qui peut être rappelé à n'importe quel moment. À voir aussi, suivant comment ça se passe avec un Laxonen par exemple, qui a été prêté à Ajoie, qui a joué lors de ce match contre Rapperswil 10 minutes 53, qui finit avec un -3, même si on n'est pas des fans du plus-minus. Faut quand même reconnaître que ça fait un peu tâche parce que c'est celui qui a le moins bon ratio et qui était quand même censé être un jeune qui est en développement, qui est quelqu'un qu'on attend un peu plus peut-être qu'un, je dis n'importe quoi, mais un Jonas Bertou qui était en Swiss League. Gaël Christ, on sait qu'il a le patin pour être en National League. C'est un peu... Je sais pas si c'est concernant, mais on se dit, ouais, c'est un peu dommage d'avoir cette stat-là, quoi, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que le plus-minus, on va s'en méfier, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, il faudra voir justement s'il va rester à long terme du côté de Porrentruy. Au niveau des buts, ça, c'est quand même aussi un peu compliqué parce que tu as De Vos qui en a 2, Nettinen en a 1, Freeman 1, Robin, c'est le seul buteur suisse de la saison pour le HCA actuellement. C'était le premier but du HCA sur le premier shoot à Genève, si on se souvient. Kylian Motet, 0 points après 4 matchs. Alors, après les 3 premiers, j'ai hésité à le virer de mon hockey manager pour tout dire. Puis je me suis dit, ouais, bon, les 3 adversaires sérieux, tu commences par 3 matchs compliqués. Là, maintenant, match à la maison contre Rapperswil, il y a moyen peut-être de marquer un peu d'avantage. Le powerplay, compliqué. Pas de but en powerplay contre Rapperswil. Ouais, c'était ça aussi l'année passée qui tenait Ajoie la tête hors de l'eau, c'était d'être capable d'être bon au powerplay, d'être bon, voire excellent au powerplay. Mais c'est là quand même qu'on se rend compte aussi de l'importance de Jerry Turkulainen. Enfin, on le savait. Avant, on avait vu quand il était blessé, Ajoie tournait bien parce que justement, il était derrière le but, il pouvait distribuer, ça libérait des autres joueurs. C'était vraiment une des grandes révélations de ce championnat. Il continuait sur sa série de ce qu'il avait fait en Finlande. Et il y a Hazen aussi qui manque, mine de rien. C'est des joueurs qui... Hazen De Vos, là aussi, il se trouve facilement. Hazen sur un powerplay, il sait faire. Donc, c'est difficile pour même avec un Motet, même avec quelques renforts. On avait dit que si Ajoie se renforçait, les autres aussi se renforçaient. Je suis quand même un tout petit peu déçu en ce début de saison d'Anthony Onka. J'attendais plus de lui en me disant que même sur un powerplay, même sans Turkulainen, justement d'avoir un blue liner et d'avoir un joueur qui nous a impressionné aussi dans les matchs l'année passée, qu'il pouvait être d'une certaine manière ce Vili Seriervi à Langnau, Onka l'était à Porrentruy et pour l'instant c'est compliqué. Ouais, par contre en termes de stats il est excellent à 5 contre 5, c'est leur meilleur défenseur et de très très loin à Ajoie. Logique. Malgré le fait qu'il joue beaucoup de minutes, mais on va dire en expected goal relatif, donc par rapport à tout le reste des défenseurs, il a 14% de moins d'expected goal concédé que toute la défense à Joulotte. Donc quand il est sur la glace, défensivement, ça tient quand même sacrément bien la route. Maintenant, offensivement, ça devrait être un petit peu meilleur du côté d'Ajoie en termes de powerplay. Le powerplay tourne pas très bien et comme tu le disais avant, il manque un Turkulainen, donc ça change aussi, même si Onka et Turkulainen n'ont pas joué ensemble, vu que Turkulainen s'est blessé tôt dans la saison et Onka est arrivé après. Mais ouais,
il y a deux, trois ingrédients qui sont là, mais là, pour l'instant, la recette prend vraiment pas. Et on parlait de patience du côté de Lugano. Est-ce que du côté d'Ajoie, il y a de la patience? J'ai l'impression que oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à gagner deux matchs sur 4 en début de saison, surtout avec ce calendrier-là. Mais surtout, ce qui m'importe pour les prochains matchs, c'est aussi la manière. Et ce match contre Rapperswil, en ce qui concerne la manière, est satisfaisant. C'est tant mieux, hein, mais je disais en cas, 7 tirs. Là aussi, c'était un peu comme Rayala. Il a vraiment... il y a juste Elvis Schelpfer, de manière assez étonnante, qu'on a 5. Et puis 4 tirs bloqués. Ce qui est quand même aussi une preuve qu'il est des deux côtés de la patinoire, comme tu le disais. Mais est-ce que tu penses que Greg Ireland, c'est terrible de faire ça après 4 matchs, évidemment, mais c'est quoi, selon toi, la marge que se laisse le directoire d'Ajoie avant de dire « Oui, mais bon, là, faut qu'on change quelque chose, ça va pas. » Est-ce que c'est une dizaine de matchs ou plus, moins? Comment tu vois le truc? Moi, je dirais plus, parce que l'année passée, on voyait avec Wolven que ça allait pas du tout, puis justement, c'était une bonne dizaine de matchs avant qu'il se passe quelque chose. Là, Ireland, il a quand même fait de bonnes choses la fin de saison dernière. Maintenant, est-ce que son discours passe dans le vestiaire? J'en sais rien trop. Mais en même temps, quand tu perds des matchs et que tous les soirs, tu es en déficit de talent face à ton adversaire et que finalement, tu pars avec la défaveur de la cote tous les soirs, même à domicile, malheureusement, c'est difficile de lui demander des miracles à Greg Ireland. Donc moi, je pense que je vois mal un monde dans lequel il se fait débarquer rapidement. Surtout, comme je disais avant, en termes de calendrier. Alors oui, il y a ce match contre Rapperswil, mais ils ont joué des gros adversaires jusqu'à présent. Il faut aussi un peu comprendre ça. Mais c'est vrai que de perdre 4-0 à la maison contre Zurich, aller en prendre 6-0 à Davos, qui est la meilleure équipe du début de saison, ça fait un peu chenille, on est bien d'accord. Maintenant, la suite du calendrier, c'est déplacement à Lugano vendredi, réception de Berne et déplacement à Cloton. 3 prochains matchs avant le prochain épisode de Colfax. Puis là aussi, je me dis que 7 matchs, ça permettra d'y voir un tout petit peu plus clair, même si justement on essaie quand même toujours de faire gaffe de ne pas surréagir, comme l'a très gentiment fait remarquer un de nos auditeurs dans une des questions. Donc on va se garder de le faire là aussi, mais commencer à tirer un bilan, ça je pense qu'on va pouvoir. Ouais. Et on est à la fin de cet épisode numéro 6 de la saison 8 de Colfax. Je pense pas qu'on était préparé à vivre un 11-0 dans un derby lémanique. Je pense que pas grand monde y était préparé. Mais voilà, on a essayé de revenir un peu à tête tiède sur ce match. Merci pour votre fidélité, merci pour toutes vos questions, merci pour vos gentils mots et merci à ceux qui sont sympas quand on les croise autour des patinoires, ça fait toujours vraiment plaisir. D'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, on est disponible, on essaye de garder et de conserver les questions bien précisément dans un groupe WhatsApp entre Jean-Fred et moi pour qu'on essaye d'en prendre un maximum quand on y pense et quand ça s'y prête. Et d'ici la semaine prochaine, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous si vous avez des amis qui ne nous connaissent pas et qui ont envie d'écouter des podcasts de hockey sur glace. On est là toutes les semaines, tous les mercredis à 17h normalement. Et d'ici là, portez-vous bien et bon match. Alors, je vais juste terminer parce qu'on a reçu quand même quelques dons et je voulais remercier au passage les gens. Je ne veux pas forcément les afficher. Je vais juste dire les prénoms. Mais merci beaucoup à Sébastien. Merci à Christian. Et merci à Andy. Et puis, merci beaucoup à Fabio, fan de Bienne, qui nous écoute souvent sur la route. Voilà. Alors, à la semaine prochaine.